Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute du débat politique Patara du Radio Ndekeluka. Nous nous intéressons aujourd'hui aux interprétations divergentes de l'article 100 de la Constitution consacrée au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cet article stipule, je cite, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif des membres, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Pour le gouvernement, la mise à la retraite de certaines personnalités centrafricaines au rang desquelles figure Daniel Darlan, président de la Cour constitutionnelle, ne peut plus siéger en tant que juge parce qu'elle a été désignée par ses pairs enseignants du supérieur et donc son admission à la retraite met définitivement fin à ses fonctions de juge. C'est ainsi que le gouvernement, le pouvoir a demandé à l'université d'organiser le remplacement de Daniel Darlan en évoquant l'article 100 de la loi fondamentale. Un bras de fer s'installe encore entre le gouvernement et la Cour constitutionnelle car cette institution a rappelé au ministre de l'enseignement supérieur et du secrétariat général du gouvernement qu'ils ne sont pas habilités à interpréter les dispositions de la Constitution et donc Daniel Darlan garde encore son poste en tant que présidente de la Cour constitutionnelle jusqu'à la fin de son mandat qui s'achèvera le 24 mars 2024. Question, qu'est-ce qui justifie l'accélération de cette affaire par le gouvernement? Que dit concrètement l'article 100 de la loi fondamentale qui régit la Cour constitutionnelle? Pourquoi après le verdict de la Cour jugeant inconstitutionnel l'initiative de rédaction de la nouvelle loi fondamentale à la République centrafricaine et l'interdiction de la vente de la nationalité et de certaines ressources à travers le projet Sangocoin, le torchon continue de brûler entre le gouvernement. Voilà le sature du débat politique d'aujourd'hui et pour en parler, le plateau Patara reçoit deux personnalités de la République. L'une est une ancienne juge de la Cour constitutionnelle, avocate au barreau de Centrafrique, membre de la société civile. Je voulais ici nommer Madame Arlette Sombo-Dibele. Bonjour. Bonjour Armand. Et l'autre est un ancien candidat à la présidentielle, ancien ministre conseiller du président Touadéra et actuel ministre de la fonction publique, Monsieur Marcel Dumassé. Bonjour. Bonjour Armando. C'est moi. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat. Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka. Monsieur Dumassé, pourquoi seulement prendre un arrêté pour mettre à la retraite 40 enseignants du supérieur au rang desquels figure professeur Daniel Darlan, président de la Cour constitutionnelle, et professeur Simplice Mathieu Sarandi, président de l'Assemblée nationale? Excusez-moi, mais je ne me suis pas retenu de sourire parce que vous me posez la question du pourquoi sur les prérogatives qui sont celles des ministres de la fonction publique, c'est-à-dire le responsable premier de la gestion des ressources humaines de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'année 2022, nous avons procédé, comme les règlements nous le prescrivent, à 2 vagues de départ à la retraite. En juin, pour la dernière vague, et en janvier, pour la première, sur l'année 2022. Vous verrez que les enseignants qui sont partis à la retraite, qui sont sur la liste des gens qui partent à la retraite, ont tous 67 ans révolus, pour ce qui est des professeurs et des maîtres de conférences, comme le prescrivent les textes. À côté de ça, il y a des auxiliaires d'enseignement qui ont déjà 62 ans, et qui donc ont atteint l'âge de départ à la retraite. On aurait pu le faire sur la vague de juin. Mais en août 2021, le syndicat des enseignants du supérieur, le SINAES, avait introduit un préavis de grève qui a déclenché un ensemble de pourparlers, des discussions, qui ont engagé des experts du ministère des Finances, du ministère de la fonction publique et des enseignants eux-mêmes sur plusieurs questions. La question de la révalorisation de leurs indemnités, indemnités de logement, indemnités de recherche, et aussi la question du départ à la retraite, dont ils ont demandé le relèvement de la date, en précisant qu'ils souhaitaient que ces départs à la retraite se fassent plutôt sur 2023. Tous ces gens qui sont arrivés à la retraite, qui sont sur la liste, nous avons engagé la procédure de leur départ à la retraite au mois d'octobre parce qu'il fallait tenir compte des 3 mois de congés libératoires, octobre, novembre, décembre, de sorte qu'ils ne puissent aller à la retraite en début 2023. Voilà ce qui s'est passé. Tout ça a été fait non seulement en conformité avec les textes, mais également tout à fait en homogénéité avec les principales décisions qui sont sorties des discussions qu'on a eues avec les syndicats du supérieur. Et je vous fais observer que ce syndicat du supérieur, qui en d'autres temps est suffisamment éloquent pour ce qui est la défense des intérêts des enseignants, il ne dit rien pendant ce débat. La raison est là.
La raison, c'est que tout ce qui a été fait en conformité avec les discussions que le gouvernement a eues avec le SYNAES, le syndicat. Donc, ce ne sont pas des décisions orientées, ce ne sont pas des décisions prises parce qu'il y a un contexte particulier de débat au niveau de la Cour constitutionnelle. Non. Ce sont des procédures tout à fait normales de mise à la retraite des fonctionnaires de l'État centrafricain. Oui, mais les mettant à la retraite de manière conjointe, cela explique qu'ils ont fait les rentrées en fonction publique de manière collective. Mais vous posez la question comme si c'est le premier arrêté de mise à la retraite. Un arrêté de mise à la retraite, il y a toujours une vingtaine, une dizaine. Tous les gens qui arrivent, selon les critères, à l'âge requis pour partir à la retraite, sont sur un seul arrêté de départ à la retraite. Ça ne veut rien dire. Oui, écoutez, Maître Sambou Djibélé, sur cette question, cet arrêté du ministre de la fonction publique ici présent soulève beaucoup d'interrogations. Par exemple, pourquoi maintenant, Maître Sambou Djibélé, que vous inspire cette réflexion? Pourquoi maintenant? La réponse aurait dû être donnée par Monsieur le ministre. Non, écoutez, la coïncidence avec la situation de l'heure est assez étonnante, parce que d'autant plus étonnante que, en ce qui concerne spécifiquement Madame Darlan, l'arrêté lui a été notifié, diffusé et commenté notamment par le jeune Doneng qui a indiqué la voie de la sortie. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas politique. La retraite, c'est un bienfait pour quelqu'un qui a accompli sa mission. Il n'y a pas de problème. Mais là où le bas blesse, c'est que spécifiquement pour les cadres de l'enseignement supérieur, les statuts de la fonction publique ont prévu que eux, s'ils doivent être mis à la retraite, mais ils peuvent toutefois bénéficier d'un an après cette mise à la retraite, parce que vous savez très bien que notre pays ne dispose pas d'enseignants suffisants, au point où même pour ce qui concerne les petites classes, on a recours à des maîtres par an. Voyez. Donc, et même au niveau universitaire, moi je constate que il y a pas suffisamment d'enseignants. Donc je pense que dans des fonctions comme ça, qui sont nécessaires à une nation, le législateur avait bien réfléchi pour poser les principes. Bon, là, Monsieur le ministre nous dit que la procédure est normale. Oui, je ne vois aucune objection. C'est une procédure normale, mais la coïncidence avec la circonstance qui fait que les juges de la Cour constitutionnelle, je ne parlerai pas seulement de Mme Darlan, il y a aussi M. Ouaboué. Et donc, ceux qui relèvent du corps de l'enseignement supérieur, on essaye de faire croire que, au stade où il se trouve, on peut légitimement, légalement les faire sortir. Nous verrons par la suite que ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que dispose la loi pour ce qui concerne. Et en plus, il y a un problème. Il y a le problème du principe de la hiérarchie des normes juridiques. Le second problème, c'est celui du parallélisme des formes que doivent revêtir des textes. Vous ne pouvez pas, vous savez que dans un État démocratique, dans un État qui se dit État de droit, il y a une hiérarchie qui fait que on va des dispositions, des normes, d'un niveau plus bas jusqu'à remonter à la norme supérieure qui est la Constitution. Et la norme supérieure impose que toute norme qui soit en dessous d'elle soit conforme à la Constitution. Vous ne pouvez pas, par la voie d'un décret, comme il a été fait, disposer contrairement à ce que la loi fondamentale, la loi suprême dispose. Voyez ? Vous ne pouvez pas, en vertu d'un décret, aller contre la Constitution. Ce n'est pas la Constitution a une force juridique supérieure à un décret. Ce décret, fût-il pris par le président de la République, ne peut en aucun cas aller contre la Constitution. Vous voyez ? C'est ce problème qui se pose avec la situation de l'heure. On verra un peu plus tard aussi, en rentrant dans les détails, que en ce moment, le gouvernement a tout faux en ce qui concerne la Cour constitutionnelle et les juges constitutionnels. On y revient sur cette question. Le gouvernement a tout faux avec cette coïncidence qui se présente
au niveau de la Cour constitutionnelle, la toute dernière décision qui d'ailleurs a été commentée d'une manière divergente au sein du gouvernement. Que répondez-vous rapidement sur cette question, monsieur? Je vais répondre à cette question, mais je voudrais revenir un peu en arrière sur les propos de Mme Sombo-Dibélé. Je suis heureux qu'elle reconnaisse que tout ce qui a été fait légalement. Le droit a été appliqué. Et je suis heureux que Mme Sombo-Dibélé le reconnaisse. Maintenant, les questions de coïncidence. Moi, je ne gère pas les coïncidences. Nous sommes en train d'avoir un débat ici sur la Cour constitutionnelle. Si Poutine décide d'attaquer l'Ukraine, Kiev, c'est une coïncidence. Ça ne reste qu'une coïncidence. Est-ce que le débat que nous avons à l'heure actuelle a un rapport de cause à effet par rapport à ça? Non. Moi, je dis, je gère des fonctionnaires. Ceux qui arrivent à terme de leur activité au sein de la fonction publique. Donc, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui permet de faire valoir ses droits à la retraite, eh bien, je les mets à la retraite. C'est ce que j'ai fait. Avec la particularité que les enseignants du supérieur ont bénéficié des rounds de négociations qu'on a eu avec leurs syndicats, qui a fait que la date a été repoussée par rapport au mois de juin, et que donc, on les a mis à la retraite en octobre de manière à ce que ils puissent effectivement partir à la retraite en 2023. C'est ce qui a été fait. Donc, le débat est là. Maintenant, peut-être que Mme Sombo-Dibélé expliquera un peu plus clairement parce que elle parle de la hiérarchie des textes et elle a évoqué le décret. Alors, le décret qui est communément incriminé dans les débats aujourd'hui au niveau de la presse, tel que je le perçois, c'est le fameux décret qui porte application de la loi de 99, qui elle-même est une loi instaurant le statut général de la fonction publique. Et qui donc prévoit des mesures dérogatoires pour ce qui est des enseignants du supérieur. Cette loi de 99 avait repris elle-même les dispositions d'une loi de 98 qui est spécifiquement consacrée aux enseignants du supérieur et qui dit que les enseignants, les maîtres de conférences et les professeurs partent à 65 ans, tout le reste à 62 ans. Avec une exception, comme vous l'avez dit, hein, ils peuvent demander une prorogation d'un an. Ben c'est ce qu'on retrouve ici. Mais oui, mais comme on parle de jurisprudence dans ce cas. Tous ces gens, non mais attendez, je vous l'explique. Tous les professeurs, tous les enseignants qui sont sur la liste là, qui est sortie, les professeurs, les maîtres de conférences, ceux qui devaient bénéficier de cette mesure dérogatoire, ils ont tous 67 ans révolus. Vous verrez qu'il y a des professeurs qui ne sont pas concernés. Il y en a qui ont 65 ans, mais qui ne sont pas sur la liste. Comme le chef de l'État, comme le professeur Sepou, comme le professeur Glezengue. Pourquoi? Mais parce que ce sont des gens qui peuvent faire valoir cette mesure dérogatoire qui leur permet de pousser à 66 ans et même à 67 ans. Puisque c'est la possibilité qu'elle leur a donnée de demander le maintien. 1 an, renouvelable une fois. Tous ces gens, tous les professeurs et maîtres de conférences qui sont concernés par l'arrêté, si vous vérifiez bien, ce sont tous des personnalités qui ont déjà 67 ans révolus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la possibilité de faire jouer cet article dérogatoire. Mais maintenant, sur le plan du concret au sein de l'université, vous savez qu'il y a un manque criant d'enseignants à l'université de Bangui. Est-ce que vous avez mis en place, avec cette politique d'admission à la retraite, est-ce qu'il y a une mesure pour le recrutement, parce que c'est vous qui gérez en ce moment la fonction publique et tout ça, est-ce que vous avez vu ce danger pour le recrutement des nouveaux enseignants, former les jeunes, etc. Regardez bien ce qui se passe pour l'instant à l'université de Bangui. Vous avez des professeurs qui ont parfois 2 heures de cours par semaine. Et ces 2 heures, ils les font faire par leur assistant. Vous avez des jeunes gens qui sont là, qui sont dans les couloirs, qui attendent aussi et qui sont prêts à prendre la relève. Maintenant, lorsque nous avons eu ce débat avec le SINAES, le syndicat des enseignants du supérieur, ils auraient pu aussi soulever les objections en disant tel ou tel, il ne faudrait pas qu'il parte à la retraite. Vous ne pouvez pas être plus pluraliste que le roi. Aujourd'hui, nous avons une situation où il y a des gens qui, parce que ils ont un tel âge de la retraite, ils sont partis à la retraite. Il appartient aujourd'hui au ministère de l'enseignement supérieur de mettre en route l'ensemble des dispositions pour remplacer tous ces gens. Mais c'est ce que Mme Sombo est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un manque au sein de l'université. Vous ne pensez pas au remplacement immédiat, c'est ça qui pose problème. Examinez vous-même le contenu de ces propos que vous tenez. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes professeur à l'université, vous avez fait 70 ans, 67 ans révolus, et que vous n'avez pas assumé la relève, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas échoué? Non, on ne parle pas de ce que vous parlez avez mis. De quoi? Vous parlez de la possibilité de remplacer. Aujourd'hui, oui. Ça veut dire donc que aujourd'hui, est-ce que vous avez ça veut dire moyens? Donc que vous acceptez l'idée que quand je suis un professeur, je n'organise pas ma succession. Des gens ma relève.
de façon à rester perpétuellement à mon poste? C'est ça que vous voulez dire? Puisque c'est vous le patron. Hein, c'est la question que je vous pose. Alors, vous ne pouvez pas poser la question. Je suis le patron et je vous dis, tout est mis en place pour que les professeurs qui sont partis puissent être relevés. Il y a une nouvelle relève qui est là, qui prendra efficacement la place de ces gens qui sont partis. Oui, Madame Sombo-Dibélé, sur cette question de relève, etc. Je vous remercie. Je vais d'abord revenir sur la question de la mise à la retraite qui est légale. Je corrige les propos que M. Djimassi a cru me prêter en me disant que j'ai dit que tout était légal. Attention, je dis que la mise à la retraite, elle se conçoit. Il ne faut pas me faire dire que ce qui se passe avec ces décrets-là est légal. Moi, je parle du décret numéro 22 418 du 3 octobre 2022, qui complète le décret de mai 2006 et qui fixe des dispositions particulières censées s'appliquer au cadre de l'enseignement supérieur. Et sur ce point-là, il n'y a rien de légal, dans la mesure où ce décret s'immisce dans le domaine de la loi. Voyez, cette matière relative aux enseignants du supérieur, la Constitution prévoit bien qu'elle doit être réglée par la loi. Ce n'est pas par la voie d'un décret que l'on peut compléter pour accepter un âge supérieur ou bien inférieur. Bref, ce n'est pas par cette voie-là. Le décret qui admet des dispositions qui sont contraires à la Constitution viole la Constitution. Il n'appartenait pas au chef de l'État ou à un ministre quelconque de légiférer dans la matière que la Constitution de 2016 reconnaît au pouvoir législatif. Il y a déjà un problème. On ne peut pas parler on ne peut pas dire que les choses se soient faites dans la loi, de manière légale, à partir du moment où on viole la loi fondamentale. Voyez ? Donc, ce décret-là pose problème. Je dis qu'il n'y a pas de problème pour que les gens s'en aillent à la retraite. Mais c'est pour aller se reposer. Même si on veut chanter l'âge des gens sur tous les toits. Nous atteignons tous cet âge-là. Il y en a qui ont même dépassé. Mais ce décret-là pose un problème juridique et un problème à soumettre à la Cour constitutionnelle elle-même. Parce que, à part la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune institution qui puisse statuer sur la conformité ou non, sur la violation ou non de la Constitution. On agit par voie d'action lorsqu'on saisit directement la Cour constitutionnelle. On agit par voie d'exception lorsque, au cours d'un procès, que ce soit un procès civil, que ce soit un procès administratif, on demande à ce qu'il soit sursis à rendre une décision concernant la question posée pour saisir la Cour constitutionnelle quant à la conformité à la Constitution du problème qui se pose. Voyez ? Donc je pense que ce décret ne respecte pas, je l'ai dit, le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Au sommet, vous avez la loi. Après, vous avez au sommet, vous avez la Constitution. Après, vous avez la loi. Après, vous avez le décret. En dessous, vous avez les arrêtés. Et après, vous avez les décisions de justice. Vous voyez que tout cela va en pyramide. On va du plus petit au plus grand. Et au sommet, c'est la Constitution. Et il n'y a que la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d'un texte. Voilà. Oui, monsieur le ministre, vous voulez répondre? Nous sommes dans un état de droit et il me semble que ce sont les droits de l'opposition de vouloir des clarifications de la Cour constitutionnelle sur cette question-là. Ce que je voudrais dire à Madame Sombo-Dibélé, je ne suis pas juriste, mais lorsque vous regardez le décret dont elle parle ici, c'est un décret qui se veut un décret d'application de la loi de 1999. Parce que ce décret vise très clairement la loi de 1919 qui porte le statut général de la fonction publique. Les mesures dérogatoires de cette loi concernant les enseignants du supérieur sont totalement en deçà de ce que le décret énonce ici, en conformité avec les discussions qu'on a eues avec les enseignants du supérieur. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, on n'a pas besoin de mon avis pour demander à la Cour constitutionnelle ce qu'elle pense de ce décret-là. Mais en tout cas, c'est un décret d'application de la loi de 1999 et il me semble qu'il ne se substitue à aucune loi. Mais déjà, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Laurent Sissa Magali, a adressé une note le 14 de ce mois demandant à la présidente de la Cour constitutionnelle de prendre ses congés libératoires dans 3 mois. Maintenant, la question est de savoir
pourquoi le gouvernement se focalise tant sur la personne de Daniel Darlan, président de la Cour? Ça revient à la question de la coïncidence de tout à l'heure. Le ministre de l'Enseignement supérieur a eu l'occasion de le dire au cours du point de presse qu'on a tenu ensemble. La notification qui a été faite à Madame Darlan a été faite aussi à tous les gens qui étaient sur la liste. Maintenant, les gens brandissent seulement cette notification-là pour en faire un alibi de polémique politique. Mais en vérité, tous les gens qui étaient sur la liste ont fait l'objet de notification de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, leur demandant, leur reprécisant qu'ils ont 3 mois de congé libératoire et leur demandant de prendre des dispositions, comme ça a été demandé à Madame Darlan. Oui, Madame Sombo-Djibélé, dans ce cas, en tant qu'ancienne juge, cela est-il faisable? Justement, si du point de vue de sa fonction d'enseignante, Madame Darlan tombe sous le coup de la loi relative à la retraite, avec les réserves que j'ai émises ici concernant ce décret. Mais il n'en demeure pas moins que, dans la fonction qui est la sienne aujourd'hui, elle ne relève pas de cette loi. Parce que vous savez que, d'abord, bien avant cela, elle n'exerçait pas des fonctions académiques. Je crois me souvenir qu'elle fut un moment au barreau. Mais de toutes les façons, le statut des membres de la Cour constitutionnelle est spécifique. Les membres de la Cour constitutionnelle relèvent des règles établies par la Constitution elle-même. Il y a en ce qui concerne donc les membres de la Cour constitutionnelle, l'article 99 de la Constitution qui gère la durée du mandat des juges constitutionnels, et cette durée est de 7 ans non renouvelable. Ça, c'est la Constitution, article 99. Vous avez également donc mandat de 7 ans non renouvelable, et le renouvellement, lorsqu'il se fait, il se fait de manière intégrale, sauf en cas de décès, où celui qui est renvoyé à la Cour après élection par ses pairs continue le mandat de celui qui n'est plus. Ça a été le cas de Maître Gomongo, remplacé par Maître Kongbeto. Donc, et avant, à l'époque, on ne va pas parler de l'époque. En cas de décès. Exactement, c'était un cas de décès. Et ça s'est passé aussi à l'époque où j'étais membre de la Cour constitutionnelle avec le magistrat Zilo, qui a été remplacé par le magistrat Kosangé. Vous voyez, la loi n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne le fonctionnement, les règles du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Bon, il y a donc la fin du mandat. Après la durée du mandat, son renouvellement intégral, on prévoit dans l'article 100 de la Constitution la fin du mandat. Elle se fait comment? Par décès, par démission, par empêchement définitif. Là où il semblerait avoir un problème, c'est ce mot empêchement définitif. C'est qu'il a été notifié à Madame Darlan qu'elle pouvait jouir de son congé libératoire, que d'ici 3 mois, il faudrait qu'elle fasse ses bagages parce qu'elle serait dans un cas d'empêchement définitif. Écoutez, le sens d'empêchement, j'ai creusé, j'ai cherché dans la notion du droit constitutionnel. L'empêchement, c'est d'abord, cet empêchement rend impossible la poursuite d'un mandat ou d'une fonction dans les plus hautes autorités de l'État d'une manière temporaire ou définitive. Mais est-ce le cas d'un juge constitutionnel? Mais si aujourd'hui, Mme Darlan a été désignée par ses pairs en tant qu'enseignante. Élue par ses pairs. Oui, mais après, une fois elle ne relève, à la retraite. Elle ne relève plus, une fois qu'elle est élue, qu'elle intègre la Cour constitutionnelle, et cela vaut pour tous les membres de la Cour constitutionnelle, elle ne relève plus du corps d'origine ni d'aucun corps. Elle relève de la Constitution et de la Cour constitutionnelle. Or, la Constitution dit que le mandat est de 7 ans, non renouvelable, et que le juge constitutionnel est inamovible. Ceci pour assurer justement leur protection contre d'éventuelles tentations politiques de les embrigader dans une interprétation favorable aux politiques de la loi. Les juges constitutionnels sont inamovibles, ne relèvent pas des autorités politiques ni des autorités judiciaires, seulement de la Constitution. On va écouter M. Dimassé sur ce point. Votre gouvernement se tient à l'article 100 de la Constitution consacrée à la Cour, qui parle d'empêchement définitif. Dans le cas actuel de Mme Darlan, dans quelles conditions est-elle empêchée d'exercer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat qui prendra fin le 24 mars 2024, monsieur? Moi, je suis pas juriste, et puis c'est avec amusement que je vois comment les gens s'excitent autour de cet article 100 de la Constitution.
Madame Somodi-Bélé vient d'énoncer ici les conditions de remplacement d'un juge constitutionnel. Elle a cité notamment le cas de décès et elle a cité le cas d'empêchement définitif. Et de démission. Et de démission et d'empêchement définitif. Vous voyez bien que l'empêchement définitif est défini même par la Constitution autrement que les cas de décès et le cas de démission. Vous avez évoqué le cas de Gomongo comme étant un cas d'empêchement définitif. Vous voyez bien que... Non, je dis c'est un cas de décès, attention. Oui, vous voyez le cas j'ai parlé de décès. Décès, démission, empêchement définitif. Mais nous sommes dans le cas d'un débat sur l'empêchement définitif. Madame Darlan n'est pas décédée. Mais sur l'empêchement définitif... Mais quel est le sens donc d'évoquer l'exemple de M. Gomongo comme étant les choses qui devaient se faire? J'ai donné des exemples pour ce qui est de la fin d'un mandat. Bon, si vous voulez qu'on revienne à l'empêchement définitif... Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le débat est intéressant pour nous les non-juristes, parce qu'il y a aussi les experts qui pensent comme Mme Somodi-Bélé, qui pensent qu'une fois qu'on est élu par ses pairs dans une corporation, une fois qu'on est à la Cour constitutionnelle, on ne siège plus en tant que représentant de ce corps. Et puis il y a des gens qui pensent que, et c'est peut-être la logique la plus basique, la logique populaire, lorsque vous êtes nommé par une corporation, qu'à l'intérieur de cette corporation-là, il arrive que un événement qui fasse que vous ne fassiez plus partie de cette coopération, vous ne pouvez plus représenter la coopération dans l'institution. Et que par conséquent, il faudrait mettre en branle les procédures pour vous remplacer. Voilà la deuxième interprétation de cet article 100. Maintenant, c'est un débat de juristes, on verra comment ça va prospérer. Et c'est ce deuxième débat que le gouvernement s'en tient. Oui, c'est l'interprétation que le gouvernement en fait, c'est l'interprétation en tout cas que le ministre d'État de la Justice nous avait présentée lors du point de presse. Et donc, l'admission à la retraite de Madame Dany Darlan, pour le gouvernement, c'est un empêchement définitif. En tout cas, l'admission de Madame Darlan à la retraite fait qu'elle ne fait plus partie du corps enseignant et que par voie de conséquence, elle ne peut plus représenter le corps enseignant au sein de la Cour constitutionnelle. Voilà l'interprétation que le gouvernement fait. Oui, Madame Somodi-Bélé. Oui, merci Armando. Justement, j'ai dit tout à l'heure que quelle que soit l'origine du juge constitutionnel, lorsqu'il arrive à la Cour constitutionnelle, il n'est pas là pour représenter son corps d'origine. Madame Darlan, Monsieur Ouaboué ne sont pas là au service des enseignants. Madame Naïsem, Madame Yahweh Kengilewa ne sont pas là au service des avocats. Les magistrats ne sont pas là au service des magistrats. Voyez, lorsque on intègre la Cour constitutionnelle, on est au-dessus de la mêlée. On est un juge impartial. On est un juge qui devient serviteur de la Constitution, qui devient protecteur de la Constitution. Et c'est pour cela que le législateur a bien prévu l'inamovibilité, l'impossibilité pour quelque autorité politique que ce soit, de s'immiscer dans l'organisation, dans la gestion des membres de la Cour constitutionnelle. Empêchement définitif, ça peut être une incapacité psychique, physique, qui rend inapte à exercer sa mission. Ça peut être une maladie grave. Ça peut être une disparition. Vous partez en voyage, vous partez quelque part, on n'arrive plus à vous retrouver, on ne sait pas si vous êtes mort ou vivant. Et il y a également le comportement individuel et professionnel qui peut indiquer un état d'empêchement lorsqu'on se rend compte qu'il s'agit manifestement, aux yeux de ses comparses, aux yeux de ses collègues, d'une personnalité vile, quelqu'un de corrompu. Et là, ce sont les juges constitutionnels eux-mêmes qui peuvent donner le feu, le départ, montrer la procédure pour démettre leurs collègues. Mais il faut un constat et qu'il y ait un établissement formel de ce que je vais nous indiquer. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, pour dire que voilà, elle a 70 ans, elle a 90 ans, elle doit partir. À la Cour constitutionnelle, ce sont des fonctions, des hautes charges de l'État. Vous savez que, même dans les charges politiques, je prends même le cas de M. Sarandji. M. Sarandji n'a pas à obtempérer à cet arrêté qui lui dit « vous avez 3 mois de congé libératoire ». Mais lui, il a été élu, il a un mandat électif et il appartient à une institution totalement indépendante. Le temps que ça durera, voyez, le temps que son mandat durera, il ne relève pas de la fonction publique. Tout comme Madame Darlan, Monsieur Ouaboué ne relève pas
de la fonction publique dans leur mission. Avant de poursuivre notre débat, je vous invite à écouter l'extrait de l'intervention du ministre d'État à la Justice, Arnaud Djoubay Abazen, lors d'une conférence de presse animée conjointement mercredi par ses collègues de la fonction publique et de l'enseignement supérieur sur cette affaire. La question de l'empêchement. Les gens sont admis à la retraite, ça c'est la loi qui le dit, mais aujourd'hui, ceux qui ont exercé des fonctions, ça constitue un empêchement, et quand c'est un empêchement définitif, on ne peut que tirer les conséquences. Il faudrait qu'on ait le courage de se le dire. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Comme le disent les latins, dura lex sed lex. Et donc, on ne doit pas interpréter la loi en sa faveur. Vous savez, l'admission à la retraite constitue un empêchement définitif d'exercer une fonction. Et cet empêchement, en ce qui concerne les magistrats, en ce qui concerne les professeurs d'université et tant d'autres, s'ils sont dans d'autres activités, et donc, le fait d'avoir perdu leur qualité de juge, leur qualité d'enseignant, eh bien, ça comporte des conséquences sur ce qu'ils font. Ça, il n'y a même pas de doute. Parce qu'ils sont là-bas, parce qu'ils représentent leur père. Mais dès lors que vous n'appartenez plus à ce corps, mais vous représentez qui alors? C'est ça le véritable problème, c'est ça l'état de droit. Donc il va falloir qu'on ait le courage d'admettre que c'est comme ça que ça doit se faire. Il dispose d'un délai de 3 mois, que ce soit l'université, que ce soit les magistrats. 3 mois de ce que nous appelons le congé libératoire, c'est-à-dire qu'à partir de la notification, ils doivent cesser. Là maintenant, jusqu'au mois fin décembre, début janvier, ils n'auront plus de salaire. Mais pourquoi les gens veulent en faire un sujet d'interprétation? Il faudrait qu'on nous le dise. Si le gouvernement a violé la loi, qu'on nous dise que voilà, monsieur, vous avez violé la loi. Et donc, même si c'était l'un des cas, on va devant les juridictions. Nous sommes dans un état de droit. Voilà, c'était donc le ministre d'État à la Justice, Arnaud Djoubay Abazen, dans le débat politique de Radio Ndekeluka. Monsieur Dimassé, vous étiez à côté de votre collègue, conjointement, vous avez animé ce point de presse, et c'était en cette époque, à ce temps-là, que le ministre d'État a évoqué tout ce que vous venez d'écouter. Ça veut dire que toutes les dispositions étaient prises. Si les gens ne veulent pas, comme il a dit, respecter la notification de 3 mois, après cela, c'est que vous allez couper leur salaire. En tout cas, en ce qui concerne les enseignants du supérieur, encore une fois, je reviens à la situation que moi je maîtrise. En tant que ministre de la fonction publique, tous ceux qui sont sur la liste de départ à la retraite verront leur salaire coupé à partir du mois, à partir de la fin décembre 2022. Parce que, à partir de janvier, il fallait qu'ils prennent les dispositions pour faire valoir les droits à la retraite pour que leur rente de pension leur soit payée. Ils n'ont plus droit au règlement régulier des salaires tels que c'est versé à des fonctionnaires. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra passer 40 minutes, 1 heure ici à faire du ping-pong sur cette question-là. Je dis sur cette question de l'interprétation de l'article 100 de la Constitution, il y a deux camps d'experts qui s'opposent. Il y a ceux qui pensent que dans la mesure où les gens qui sont envoyés par leur corps, leur corporation au niveau de la Cour constitutionnelle, cessent leur fonction au niveau de leur corporation, au niveau de leur ministère d'origine, de facto, ils ne représentent plus rien au niveau de la Cour constitutionnelle et qu'il faille mettre en place les procédures pour les remplacer. Et puis il y a en face les camps, comme Mme Tsombodibele, qui donne l'interprétation que nous avons entendue ici. C'est un débat d'experts, on verra comment ce débat va prospérer. Et donc pour le gouvernement, vous vous maintenez sur cette position? Mais vous n'attendez pas de ma part que je vienne sur le plateau, votre plateau, remettre en cause ce que le gouvernement a décidé de faire. En écoutant le ministre d'État à la Justice, Mme Tsombodibele, une fois que la notification des congés libératoires est faite, les concernés doivent cesser immédiatement leur travail. Cela veut dire que d'ici fin décembre, Mme Darlan doit quitter la Cour constitutionnelle. Au risque de me répéter, cette disposition ne concerne pas les juges constitutionnels qui sont régis par la Constitution. Et justement pour les protéger de toute influence, la loi suprême en a fait des juges inamovibles. Ils finissent leur mandat et ils s'en vont. Mais ce que M. Dimassi vient de dire est un odieux chantage. Le congé libératoire arrivé, on va couper leur salaire. Et justement, je trouve que c'est assez triste de constater toutes les armes dont le pouvoir veut absolument user pour écarter des gens pourtant que la Constitution rend inamovibles. Pour interpréter la Constitution, il n'y a que la Constitution. Il n'y a que le juge constitutionnel. Je salue le titre de droit, de docteur en droit, du ministre
Djubaï Abazen, mais je suis désolé. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, c'est une institution à part. Écoutez, on est en train d'attenter à la cohérence et à la rigueur de l'état de droit. Dans la rue se lève un jeune héritier d'Oningue qui dit « Bon, c'est fini, empêche-moi, Ixat, Madame Darlan ». Et d'autres encore, plus virulents, entre ceux qui étaient devant la Cour constitutionnelle pour influencer la décision, qui n'ont pas obtenu gain de cause. Aujourd'hui, ce sont les tenants de ce discours, de cette interprétation. En Centrafrique, tout le monde est devenu spécialiste du droit constitutionnel. Et pourtant, c'est une matière à part parce que cette institution protège la cohérence, protège la rigueur d'un état de droit. Alors, si tout le monde peut se lever à son niveau, par un arrêté, par un décret, par des commentaires dans la rue, pour dire que bon, non, c'est fini, il y a un cas d'empêchement. Écoutez, du point de vue du droit constitutionnel, l'empêchement est ce que je vous ai dit ici. L'empêchement, ce n'est pas d'avoir été élu par ses pairs pour aller à la Cour constitutionnelle. Bon, vous n'êtes plus, vous avez atteint l'âge de la retraite, tout comme vos pairs qui sont restés dans la fonction publique, vous relevez de cette disposition-là. Qu'on attende que les gens finissent leur mandat. Qu'on attende. Mais pourquoi on ne peut pas attendre? On ne peut pas attendre parce qu'on voudrait que les gens, lorsque Madame Darlan, la Cour constitutionnelle, a eu à rendre des décisions qui ont été au bénéfice du pouvoir, aucun texte n'est sorti, aucun chantage, parce que j'appelle ça du chantage. Voyez? Que de dire, oui, vous partez à l'époque à la fin de votre congé libératoire, sinon on vous coupe vos salaires. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Un délai, une durée d'un mandat est prévu, on exécute ce mandat dans sa totalité. Voilà. La question de couper le salaire de ceux qui sont admis à la retraite, c'est du chantage, selon vous, monsieur le ministre? Je suis désolé que Mme Sambodibile soit triste. Je n'ai pas d'émotion par rapport à cette question-là. Moi, j'applique les textes. Vous êtes retraité, vous n'avez plus droit à un salaire, vous avez droit à des lettres de pension. C'est aussi clair que ça. Mais je voulais revenir un peu en arrière par rapport à cette question de débat dans la rue qui aurait pu avoir des influences ou peut-être qui aurait pu être influencé par le gouvernement. Non, madame. Vous-même, vous avez évoqué deux situations tout à l'heure ici où la Cour constitutionnelle a eu à rendre des avis contraires aux attentes du gouvernement. Premièrement sur la crypto-monnaie, deuxièmement sur la question du comité chargé de l'initiative de voilà. La nouvelle constitution. Mais dans les deux cas, le gouvernement a pris acte. Il n'y a pas eu d'émotion particulière. Dans les deux cas, même si dans le premier cas, on aurait pu s'interroger sur le fait que la Cour ait énoncé un avis sur des rumeurs, parce qu'il n'y a pas eu d'acte administratif, il n'y a pas eu de décret, il n'y avait rien. Mais le gouvernement a pris acte. Oui, c'est ça, c'est dans le fait, mais voilà. dans la pratique. Ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition vous accuse, vous, au niveau du gouvernement, de pouvoir jouer au harcèlement contre Mme Darlan et contre les juges constitutionnels. Je suis content que vous disiez que c'est l'opposition qui nous accuse. Mais l'opposition a dans son rôle d'accuser à tort et à travers, éventuellement. Vous voulez que je vous réponde quoi? Madame Sambodibile, vous voulez rebondir sur cette affaire? Oui, je vais rebondir. Donc, nous prendrons acte de ce que, même muni d'un mandat électif, si cela était le cas, si l'on admettait que le chef d'État puisse briguer un troisième mandat, même muni de ce mandat électif, lorsqu'il aura atteint 67 ans, il devra quitter le pouvoir. C'est pas une corporation qui l'a élu. Écoutez, lorsque... N'insinuez pas dans la tête de nos auditeurs. Mais pourquoi, vous permettez, je ne vous ai pas interrompu, mais pourquoi on vise M. Sarangi, l'honorable Sarangi? C'est aussi un mandat électif, mais j'ai lu son nom, non? Celui-là lui a été notifié, non? Est-ce que c'est une corporation qui l'a élu? Mais qui vous a dit qu'on va chasser Sarangi de l'Assemblée nationale? Alors vous allez faire du 2 poids 2 mesures. Mais pas du tout. Je vous ai bien dit, monsieur Dimassi, parce que vous aimez tellement dire mon nom ici, je vous ai dit que le juge constitutionnel, il est placé à un niveau où on ne peut plus parler de corporation. Voyez, il ne rend plus compte. Alors, pourquoi ne pas patienter comme la loi suprême le prévoit et attendre la fin du mandat
des juges constitutionnels. En quoi cela dérange-t-il que Madame Darlan, Monsieur Waboué ou d'autres qui auraient atteint cet âge-là, parce que je crois qu'il y a des magistrats aussi, il y a un magistrat, Monsieur Sangafio, hein, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense que j'étais jeune stagiaire quand lui était déjà à un niveau de la magistrature, au niveau de vice-président, je crois, ou président. Je pense que pourquoi ce débat aujourd'hui? Pourquoi il devient pressant de mettre un terme à ce que la loi elle-même a prévu? Le terme du mandat d'un juge constitutionnel, c'est 7 ans, au bout de 7 ans. Et ce n'est même pas renouvelable. Vous voyez comme le juge a pensé à protéger, à ne pas faire en sorte que les gens s'installent. Vous voyez? Donc je pense que le débat, il est tronqué dans la mesure où on n'est pas dupe. Hein. Et il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. On sait très bien que c'est une arme qui est utilisée. Je n'en veux pour preuve que ce chantage odieux relatif au salaire de ceux qui devraient aller à la retraite selon le pouvoir. Oui, monsieur Dimassé. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Qu'il y a véritablement 2 camps d'experts sur l'interprétation de l'article 100 de la Constitution. Mais l'interprétation, vous savez, de l'article 100 de la Constitution relève de la Cour constitutionnelle. Oui, mais... Merci, c'est bien de le rappeler. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui, lorsque je regarde simplement la situation du fonctionnaire, que peut être M. Waboué, Mme Darlan, M. Sarandi, ou quelques autres qui sont sur la liste de cette arrêté de mise à la retraite, je constate que les critères d'accession à la retraite sont respectés. Et donc, en tant que responsable premier de la gestion des ressources de l'État, je mets toutes ces personnalités à la retraite. Au niveau de l'enseignement supérieur, les conséquences maintenant sur leur parcours professionnel dans d'autres institutions, je ne prends pas ça en compte dans l'énoncé du droit de la personnalité à faire valoir ses droits à la retraite. Je ne tiens pas compte de ça. Oui, madame. Alors, un avocat vit de ses honoraires. Mais un avocat élu pour aller à la Cour constitutionnelle touche une indemnité. Je prends acte de ce que M. Dimassi lui-même a dit ici, que c'est par rapport au salaire des fonctionnaires, le fonctionnaire enseignant supérieur mis à la retraite, il n'est plus question, bien sûr, mais en attendant, il y a une indemnité qui est distincte pour les membres de la Cour constitutionnelle. Et je me réjouis en me disant que ces indemnités-là continueront à être perçues par les membres de la Cour constitutionnelle. La Cour a réagi d'abord par une note adressée au ministre secrétaire général du gouvernement signée par sa présidente, Danielle Darlan. Hier, c'était le vice-président qui, dans une déclaration, a précisé que l'admission à la retraite des membres de la Cour ne le prouve pas de terminer son mandat. Écoutons à cet effet Jean-Pierre Waboué. La notion d'empêchement définitif est simplement évoquée sans être définie. Or, en droit constitutionnel, lorsque le constituant n'a pas défini un terme, il revient au juge constitutionnel dans son rôle d'interprétation de la Constitution de le faire. C'est ainsi que par la pratique des juridictions constitutionnelles, l'empêchement définitif s'analyse comme un manquement grave du juge à ses obligations, une incapacité physique ou psychique ou encore la perte de ses droits civils. Concrètement, il s'agit de maladies graves, de l'enlèvement, de la disparition, d'un long déplacement, de la démence, d'une déchéance physique grave et irréversible, d'un comportement personnel indigne ou d'une atteinte intolérable aux droits de l'homme. Dans tous les cas, cet empêchement définitif doit être constaté et établi. Le juge constitutionnel est indépendant de tout corps ou de toute corporation. Il ne siège pas à la Cour en tant que représentant du corps qu'il a élu ou de l'autorité qu'il a désignée. Le mandat du juge constitutionnel, qui est de 7 ans, est indépendant de l'évolution de sa carrière professionnelle et sa mise à la retraite n'a pas d'impact sur l'exercice de son mandat de juge. L'indépendance des juges constitutionnels est encore renforcée par l'inamovibilité. Les juges constitutionnels sont inamovibles. L'inamovibilité du juge est une protection de son indépendance, une protection contre les changements arbitraires dont il pourrait faire l'objet
en relation avec les décisions qu'il a pu rendre. L'article 102 de la Constitution dispose ainsi: les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être ni poursuivis ni arrêtés sans autorisation de la Cour constitutionnelle. La Cour, face à toute cette adversité, lance un appel au président de la République, chef de l'État, qui incarne et symbolise l'unité nationale et qui a la lourde et noble charge de veiller au respect de la Constitution et au respect de l'indépendance de la justice, sans laquelle il n'y a pas d'état de droit. Voilà, c'était donc Jean-Pierre Ouaboué, vice-président de la Cour constitutionnelle. Monsieur Dimassé, sur cette question, à la fin de cette déclaration de la Cour constitutionnelle, ça veut dire que c'est le verdict qui a été déjà rendu, mais non seulement la Cour demande au président de la République de prendre ses responsabilités, de veiller à ce que, ou de respecter la Constitution. Très bon appel, j'ai pas d'autres commentaires à faire sur ça, mais la fin, c'est un très bon appel. Je pense que ce pays a besoin qu'on mette balle à terre sur l'ensemble de ces questions qui sont des polémiques tout à fait inutiles, qui polluent l'atmosphère politique. Et l'appel est lancé. Maintenant, on va voir comment le chef de l'État va prendre la balle au bon et rebondir et répondre. Mais puisque c'est la Cour constitutionnelle qui devrait, qui est habilitée à interpréter les dispositions de la Constitution, déjà, pour vous, cette affaire est déjà tranchée en écoutant le premier vice-président, le vice-président de la Cour constitutionnelle? Encore une fois, je dis, je suis un démocrate et je n'ai pas d'émotion particulière par rapport à ces questions-là. Et j'ai dit à 2 reprises déjà, le chef de l'État a montré, le gouvernement a montré qu'il est capable de se plier aux avis de la Cour constitutionnelle. Ça a été donné. On a pris acte pour les 2 premières questions. La première liée à la crypto-monnaie, la deuxième à la question du comité d'écriture de la nouvelle constitution. On a pris acte. Il est tout à fait possible que l'apaisement puisse suivre dans les jours à venir sur cette question-là. Mais ce que je dis, c'est que les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État en ce qui concerne l'initiative d'une réécriture de la Constitution, de proposer par référendum au peuple centrafricain une nouvelle Constitution, ces prérogatives sont intactes. Et donc c'est ce que vous allez faire? Référendum, revenir sur la question de l'édition d'une nouvelle Constitution? Je vous dis que rien n'empêche qu'on le fasse. Madame Sombo-Djibélé, quel commentaire faites-vous par rapport à cette mise au point de la Cour constitutionnelle? Oui. Je dis cela pour que ceux qui ont tendance à dire que ce qui vient de se passer en ce qui concerne la mise à la retraite des enseignants du supérieur a une relation de cause à effet par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question de la Constitution, la nouvelle Constitution. Dans la mesure où ça n'empêche pas que le projet d'une nouvelle Constitution puisse prospérer, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que ce soit proposé au peuple sud-africain par référendum, que cette possibilité reste intacte, constitutionnellement pour le chef de l'État. Dans cette mesure-là, on ne peut pas dire que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, la mise à la retraite des enseignants du supérieur, dont malheureusement parmi lesquels figure malheureusement Mme Darlan, soit dans une relation de cause à effet avec cette question-là. Madame Sombo. Écoutez, dans la mesure où M. Ouaboué l'a dit ici, il a rappelé tout ce que j'ai évoqué ici concernant l'empêchement, spécifiquement pour ce qui est de la fonction du juge constitutionnel qui ne relève plus des textes durant son mandat, la mise à retraite n'est pas prévue comme mode d'empêchement pour un juge d'exercer. L'appel au président de la République, écoutez, je vais vous lire l'article 38 de la prestation du serment du chef de l'État devant la Cour constitutionnelle. Moi, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire, etc., etc. Observer scrupuleusement la Constitution sur laquelle on a prêté serment. Cette Constitution dit que la Cour constitutionnelle sur laquelle Constitution sur laquelle le chef d'État a prêté serment, a un mandat de 7 ans. Respectez
la Constitution, scrupuleusement, c'est respecter cette partie de ces dispositions. Donc, je pense que le président ne va pas faillir à son serment et que, comme le dit M. Dimassi, s'il y a dans quelques officines des projets qui s'élaborent, mais pour que, par la voie du référendum, on arrive à annexer cette constitution, nous en tirons toutes les conséquences. Et c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de ce débat politique. Il était consacré aux interprétations divergentes de l'article 100 de la Constitution. En ce qui concerne la présidente de cette Cour, nous avons évoqué avec nos deux invités les raisons et les motivations de prise de position affichées par les uns et les autres. Merci à Monsieur Marcel Dimassé, ministre de la fonction publique, et aussi merci à Madame Arlette Sombo-Dibélé, ancienne juge et membre de la société civile. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Bon week-end, à la semaine prochaine, même heure et même fréquence, et surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.